Bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Tout d'abord, merci du temps que vous voulez bien nous consacrer en assistant, je dirais, à ce webinaire, pardon, dont le sujet est la conformité du cloud et en particulier comment gérer la problématique de la conformité dans un environnement AWS. Voilà, c'est parti. Donc, quelques mots sur ADN. Donc, ADN est une entreprise de service, une quarantaine de personnes, donc avec 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 4 sites, Levallois, Lyon, Bruxelles et Singapour. On a 4 axes de développement, la validation informatique et data integrity, la délégation de profils métiers, comme par exemple des profils pour faire de la pharmacovigilance ou des gens pour faire de la gestion des changements au niveau des affaires réglementaires. On a une activité d'intégration sur la solution de Dassault 3D Experience, qui est une solution qui permet de gérer un cycle de vie produit. Alors, sur un segment particulier, qui est le segment du dispositif médical. Et puis, on fait de l'intégration également pour du logiciel, sur des applications de cycle de vie, mais cette fois-ci des applications de cycle de vie logiciel. Voilà. Donc nous sommes partenaires Microfocus, ex-HP, nous sommes partenaires donc Dassault Systèmes, et nous sommes depuis quelques mois maintenant partenaires d'Amazon Web Services, et pour cela on a dû passer un certain nombre de certifications. Voilà, donc l'introduction, le plan, pardon, on va faire une petite introduction sur la transformation digitale, le modèle de responsabilité partagée, qui est un élément clé à bien comprendre lorsqu'on veut parler de qualification d'environnement cloud, les certifications fournisseurs, et ici, parce que c'est un sujet AWS, il s'agira des applications, je dirais, AWS, la notion d'audit règle qui est l'élément clé, la notion de changement et de configuration, et puis la notion de conformité continue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez la possibilité de me poser des questions ou de lever la main pour m'interrompre si sur un sujet, voilà, vous voulez un éclaircissement, plutôt que d'attendre, je dirais, la fin du webinaire. N'hésitez pas, hein, je préfère ce mode de fonctionnement. Bien. Alors, on parle beaucoup d'innovation, de transformation d'entreprise, et la transformation d'entreprise, elle est aujourd'hui très souvent synonyme de transformation digitale, et parfois on parle même de transformation du business model des entreprises vers un business model de transformation digitale. De plus en plus, les entreprises, lorsqu'elles doivent chercher une solution pour transformer ou appuyer leur transformation digitale, elles commencent par se poser la question de savoir s'il existe une solution en mode cloud. C'est vraiment quelque chose qui s'est accéléré les dernières années. Les gens veulent se concentrer, je dirais, sur leur cœur de métier. Et s'ils trouvent une solution cloud, ils partent sur une solution cloud. Il y a un autre élément, c'est que de plus en plus d'éditeurs aujourd'hui ne proposent que des solutions en mode cloud. Donc, d'un point de vue réglementaire, ça pose un certain nombre de questions, puisque bon, les choses ne sont pas forcément très claires au niveau des agences, notamment au niveau de la FDA. Donc ça génère un certain nombre, je dirais, d'angoisse. Mais la question numéro 1, c'est cloud ou pas cloud. Aujourd'hui, c'est cloud et tout le monde va dans le cloud. Tout le monde va dans le cloud pour une raison très simple, c'est que les gens, à l'instar de Amazon, hein, le Amazon auquel vous achetez vos livres ou vous commandez vos cadeaux,
ils ont bien compris que dans le business d'aujourd'hui, avoir une infrastructure déployable à l'échelle mondiale, tout en étant souple, efficace et économiquement raisonnable, c'est un avantage compétitif indéniable. C'est pour ça que tous les gens aujourd'hui regardent des solutions pour appuyer cette stratégie digitale. Et ces solutions, ça va être des solutions. Alors le numéro un, c'est AWS, mais il y a aussi Azure qui est très bien, Google qui est très bien, IBM aussi qui a des choses très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, le webinaire il est plus focalisé sur AWS, mais il y a un certain nombre je dirais, de similitudes entre les 4 grands acteurs du marché. Et donc ce qu'on va voir là, en fait, peut s'appliquer ou peut se décliner en grande partie chez les autres fournisseurs. Hop, une seconde. Voilà. Donc on a tous besoin généralement d'un référentiel hein, pour savoir comment aborder un nouveau sujet. En tout cas, il est assez naturel de commencer par regarder un petit peu la littérature. Hein. Donc on pense évidemment au GAN 5, on pense à un guide qui est un peu moins connu sur IT Infrastructure Control Compliance, notamment dans sa version 2, qui traite de l'externalisation des data centers. Et il y a des références assez judicieuses aussi sur le cloud, hein, mais peu de gens lisent cela. Alors, à la décharge je dirais, de un certain nombre de personnes, c'est qu'il est vrai que très souvent, le projet cloud, c'est un projet tout simplement d'externalisation d'une machine virtuelle dans un data center qui serait chez AWS ou chez Azure ou ailleurs. Mais le projet, c'est un peu la même chose que si on externalisait, je dirais, chez un hébergeur classique. Hein, voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hébergeurs classiques en fait, qui maintiennent leurs prestations et derrière, en fait, ils s'appuient sur des solutions de type cloud public comme AWS, Azure ou d'autres. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, essentiellement, c'est de infrastructure as a service. Hein. On ne va pas parler, je dirais, d'applications de type SaaS. Les applications de type SaaS, très souvent, s'appuient sur ce type d'infrastructure, mais à ce moment-là, vous contractez directement avec l'éditeur SaaS. Hein. Là, on parle plus, je dirais, de 2 cas de figure. Le premier cas de figure, en interne, vous voulez mettre en place un système d'information qui va tirer les bénéfices d'une infrastructure de type cloud public, ou alors comprendre comment fonctionne une infrastructure as a service de type AWS ou autre, pour mieux comprendre les solutions proposées par vos différents fournisseurs. Alors, on va profiter de cette diapo peut-être pour... Alors, je vais essayer, avant d'aller peut-être un peu plus loin, j'avais un petit sondage que je vais essayer de vous proposer. Voilà, je vais lancer un petit sondage. Voilà, si vous voulez bien y répondre. Voilà. J'ai 80% des personnes qui ont répondu. Bon, peu importe. Hein, voilà. Je vais fermer le sondage. Ah, ça y est. Hop. Ok, je vais partager le sondage. Voilà. Voilà. Donc sur la première question qui était de savoir est-ce que vous connaissez la console AWS, vous voyez, j'ai quand même 60% des gens qui ont dit non, mais quand même 40% oui. Donc ça veut dire que dans la population, je dirais, des gens qui assistent au webinaire, j'ai quand même des gens qui ont manipulé AWS, donc ça me permet de savoir d'orienter un petit peu mon discours. Alors je vais voir si j'ai pas une autre question à vous poser. Je vais voir là, parce que je suis pas... Voilà, on va y revenir après. Alors, si j'ai une autre question qui paraît à mon avis intéressante.
Voilà, si vous voulez bien y répondre. Voilà, une évolution assez forte. Ok. Donc là, j'ai les 2 tiers des personnes qui ont indiqué ne pas être familiers avec la notion de région. Donc, ça tombe bien. Voilà. Euh, hop. Donc, on va revenir à mon écran, parce que c'est quelque chose qui est... hop, pardon. Je vais revenir en arrière. Non, hop, hop, hop. Voilà. Donc ici, vous avez un exemple d'architecture AWS, hein, avec, je vais essayer, voilà. Ici, vous avez la notion de région. Hein. Alors, attendez, je vais voir si ça, je peux pas le bouger là. J'espère que ça perturbe pas le. Hop, hop, hop. Je vais me mettre en mode écran normal. Voilà. Ah, d'accord, c'est ça qui. Faut que je me mette en écran normal. Hop, hop, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc ici, vous avez la notion de région, et en dessous, vous avez ici la notion de Availability Zone. Donc vous voyez ici, vous avez Availability Zone 2, Availability Zone 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc une région, c'est une région, je dirais généralement du monde ou un pays. Donc on a la chance depuis fin 2017 d'avoir une région, comment dire, en France. Hein. Et une Availability Zone, en fait, c'est un data center. Okay, donc ici, dans cette région, vous avez 2 data centers. Et vous voyez en fait que les applications que vous avez, je dirais, en haut, c'est la même chose. Hein. Vous avez 2IS SharePoint, 2IS SharePoint. Central Admin SharePoint Service, Central Admin SharePoint Service. Primary DB SQL Server. Et ici, j'ai un autre système de base de données. On voit bien ici qu'il y a une duplication. Donc en fait, il n'y a pas une duplication, elle n'est pas faite par hasard. Ça veut dire simplement qu'en fait, j'ai les mêmes services, okay, mais qui sont sur 2 data centers différents. Bien évidemment, s'ils sont sur 2 data centers différents, okay, c'est pour satisfaire des besoins de redondance. Okay. Donc là, comment ça se passe? On va rentrer par Internet. On a un système qui s'appelle Elastic Load Balancing, qui va en fait dispatcher en fait la requête en fonction de la charge d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire sur cette Availability Zone 1 ou cette Availability Zone 2. Okay. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle des private subnets, avec où on va mettre différents éléments applicatifs. Donc là, on a une architecture, je dirais, 3 tiers, avec la partie web tiers, application et database. Au sein de tout ça, on a ce qu'on appelle un VPC, un Virtual Private Cloud. Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis cet élément-là? C'est tout simplement pour vous montrer que quand on va vouloir qualifier une infrastructure IT en pharma ou en dispositif médical, la notion d'architecture, elle est fondamentale. Hop, hop. Okay. Donc, sur la notion de responsabilité partagée, c'est très important. C'est-à-dire que AWS s'engage sur quoi? Il s'engage, je dirais, sur la partie basse, c'est-à-dire sur les services qu'ils vont vous proposer. Hein. Ils ne vont pas s'engager, je dirais, sur la configuration de l'architecture que vous allez faire. Donc, il est important de comprendre que c'est vous qui êtes responsable de l'architecture que vous mettez en place et des briques que vous utilisez. Hein. AWS est capable est responsable des éléments, des briques qu'ils vous fournissent, et cette responsabilité-là, ils vont la mettre en œuvre à travers, je dirais, des notions de service level agreement.
Alors, vous allez me dire, mais quels sont leurs éléments par rapport à la couche basse, hein, la couche orange qu'on a pu voir tout à l'heure? Eh bien, ils ont tout un ensemble de certifications comme, je dirais, à minima, un hébergeur, un hébergeur classique, hein. Et donc, ils ont toutes les certifications ISO comment dire, que tous les grands fournisseurs de cloud computing possèdent, hein. Ces certificats sont disponibles via un utilitaire qui s'appelle Artefact, comme vous êtes, je dirais, sur la console. Et donc, vous pouvez télécharger vous-même l'ensemble des certificats. Vous pouvez également télécharger les rapports d'audit SOC 1, SOC 2, qui sont faits par, en l'occurrence chez eux, Ernst Young, pour soutenir vos dossiers d'audit fournisseurs. Je vérifie que, en termes de questions, j'ai plus de questions. Non, c'est bon, parfait. Donc, c'est important de comprendre ce modèle de responsabilité partagée, hein. C'est-à-dire que sur toute la couche basse ici, on est sur le système qualité fournisseur, et la réponse d'AWS, c'est que comme on est multi-secteur, nous on s'appuie sur des normes ISO. Ok. Alors, sur le cloud, d'un point de vue réglementaire, en tout cas pour la pharma, les basiques aujourd'hui, ça reste l'annexe 11, hein. Et les choses sont claires par rapport à vos fournisseurs. Vous devez avoir un agrément formel qui doit exister entre vous et la tierce partie. Voilà. Donc, ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont être matérialisés à travers les SLA. Okay. Alors, j'ai une question sur quid des certifications pharma. Il n'y a pas de certification pharma, soyons clairs, hein. C'est comme une infrastructure, je dirais, classique que vous achetez. Vous devez qualifier votre propre infrastructure. Donc là, la seule chose, c'est que cette infrastructure, elle est dans le cloud et vous devez la tester. Mais simplement, ce que vous avez testé, c'est la partie bleue que j'ai montré tout à l'heure, pas la partie orange. Voilà, hein. Mais c'est comme pour la validation logicielle, il n'y a aucun fournisseur qui a une certification GXP. Voilà, c'est toujours l'entreprise régulée qui a cette responsabilité-là. Là, c'est la même chose. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. OK. Alors, pour le dispositif médical, hein, puisque en termes de transformation digitale, il est clair que aujourd'hui, là où il y a le plus de logiciels à proprement parler et donc d'usage au cloud, c'est quand même dans le dispositif médical, hein. Donc avec la révision de la 13485, bon, on doit bien sûr valider le logiciel, hein. Dans certains cas, le logiciel est vraiment le dispositif, hein. Aujourd'hui, la grande tendance, quand même, c'est quand même l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes plus complexes, notamment tout ce qui est analyse d'image. Tout ce qui est analyse d'image aujourd'hui, ça s'appuie sur du cloud parce qu'il faut des volumes de données très 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 importants, hein. Pour des choses moins sophistiquées qui sont des applications mobiles, la notion de région est vraiment un élément clé puisque ça va vous permettre de déployer votre applicatif sur Londres, sur Singapour, en Australie et d'un clic de souris. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage énorme. Voilà. Okay. Donc, je vais essayer de continuer mon petit sondage. Voilà, il me reste quelques petites questions. Je vais voir ce que ça peut donner. Voilà, j'ai une petite question là.
sur IAM. Voilà. Ok, donc j'ai bien une progression dans mes questions. Hein. Ah, ça remonte un peu. 50% des gens, 70%, 73 qui ont voté. Allez, il me manque un petit 13% pour faire voter tout le monde. Allez, il me manque un petit 14% pour faire voter tout le monde. Ok. Donc, je vais fermer. Je vais partager. Voilà, donc vous voyez qu'on a quand même 2 tiers des personnes qui n'ont pas entendu parler de d'IAM, hein, ce qui est, ce qui est normal. Ok. Et donc on va avoir, avoir une petite vidéo. Enfin, non, je vais faire plus qu'une petite vidéo. Hein. On va en parler ensemble. Donc, il y a un certain nombre d'outils clés donc dans la console. Donc pour ceux qui découvrent la console, donc la console c'est une interface web comme celle-là, comme celle qui se présente. On va la voir après en live. Et cette interface web va vous permettre de piloter en fait tous les services cloud. Donc là, premier exemple, on peut voir, vous voyez la notion de région. Vous voyez ici, je suis sur Londres. Et en fait, je choisis la région sur laquelle je prends. Donc ça, c'est un vieux slide. Ça, c'est une vieille copie d'écran, pardon. À l'époque où on a fait ça, on n'avait pas la région Paris. Hein. La région Paris existe donc depuis fin 2017. Et donc, toutes les ressources de type cloud computing, je peux les accéder à travers cette interface web. Voilà, à minima. Pour la conformité, il y a un certain nombre d'outils qu'il est vraiment important de connaître. IAM, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. CloudTrail, CloudWatch, CloudFormation, Config, EC2, S3, qui sont vraiment les éléments clés. Voilà. Donc, la console IAM, c'est vraiment le contrôle d'accès de votre de votre data center monde. Hein. Puisque là, il est clair qu'avec le cloud computing, vous n'avez plus de data center physique, d'accord? Vous avez juste un énorme data center mondial qui est réparti sur les différentes régions que proposent les fournisseurs de solutions de type cloud computing. Bon, ils sont plus ou moins avancés, mais c'est le même principe. Hein. On va choisir sa région. Et donc, à travers une console, on va définir les accès à cet environnement de type cloud. Vous voyez ici qu'il vous demande de supprimer les clés d'accès route. Bon, on va y revenir, le multifacteur. Je vais vous le montrer en live. Hein. Mais ce qui est important en termes de qualification, c'est que là, clairement, on n'a plus de problème de contrôle d'accès physique, on n'a plus de problème de dimensionnement électrique de machines, on n'a plus de problème de construction de data center, et la redondance entre un data center et un autre, eh bien en fait, on va la gérer tout simplement avec une notion d'architecture. Hein, souvenez-vous du petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vérifier que je n'ai pas d'autres questions. Non, a priori, non. Ok. Voilà. Hop, je vais continuer. Donc ensuite, on a des stratégies de sécurité. Hein, c'est vraiment la clé, hein, parce que le cloud, on est dans un système ouvert, donc la sécurité, c'est vraiment un enjeu majeur. Et donc, à travers cet utilitaire IAM, on va pouvoir gérer des theaters, des groupes, mais des stratégies. Ça, c'est IAM, c'est vraiment l'élément clé. Et donc, forcément, il faut qu'il fasse l'objet d'une qualification. Alors, on a la possibilité de suivre ces machines EC2. Donc là, vous avez un exemple où voilà, on avait 5 instances en cours d'exécution et elles étaient dans la zone de disponibilité Londres et pardon, dans la région Londres. Et ici, voilà, vous avez EuroWest 2A, c'était la zone de disponibilité. Mais je vais vous le montrer en live, ça sera peut-être plus sympa. Donc on peut lancer ces instances. Et donc pourquoi les gens vont vers le cloud aujourd'hui? Et en fait, tout simplement
parce que c'est beaucoup plus rapide de créer une machine, de lancer une machine, ça se fait en quelques secondes. Et donc, vous pouvez démarrer un serveur à Singapour, à Sydney, à Tokyo ou comment dire, aux États-Unis en quelques clics de souris. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage énorme pour celui qui veut construire un business digital à l'échelle mondiale. Donc vous avez un système d'audit trail, hein, puisqu'on parlait de data integrity et donc de revue d'audit trail. Vous avez un système, je dirais, d'audit trail qui va permettre de savoir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, comme son nom l'indique ici, c'est un historique d'activité d'API. Hein. Donc en fait, Application Programmable Interface, toute l'infrastructure, et c'est ça où il y a un vrai changement de paradigme, vous la construisez par programmation. Hein. L'interface web là, ça n'est qu'une interface, mais derrière ce qui se passe, c'est qu'on a des API qui permettent de créer une machine virtuelle, de créer un système de fichiers, de créer un cluster, de créer en fait d'accéder par programmation à l'ensemble des services qui sont proposés par AWS. Et ça, c'est la même chose quels que soient les fournisseurs. Hein. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans la mesure où on commence à avoir, je regarde un petit peu mon heure, mais a priori, on est pas mal. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les machines, comme on les crée par, je dirais de manière logicielle, on peut créer en fait ce qu'on appelle des stacks. Et en fait, c'est à travers ces stacks, une fois qu'on a qualifié ces stacks, une fois qu'on a qualifié, je dirais, ces machines, qui vont être instanciées à travers programmation, en fait, on ne fait que dupliquer en fait ces stacks. Et les stacks, ça peut être des stacks, je dirais, d'architecture complète. Donc, quel est l'avantage? C'est que ça vous permet en fait d'avoir une approche beaucoup plus homogène et standardisée. Hein. Et ça va vous permettre quelque part ça vous permettrait quelque part de vérifier vos qualifications d'installation une fois pour toutes avec un modèle de référence, donc une stack de référence. Et sinon, comme tout peut se faire par programmation, ça vous permettrait également aussi de vérifier vos QI par programmation. J'essaierai de vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Alors, vous avez un système qui s'appelle Trusted Advisor qui va vous aiguiller sur l'ensemble des éléments de sécurité. Alors, attendez, j'ai une petite question. Alors, nous travaillons actuellement avec un éditeur, avec une solution cloud sur AWS. À ma connaissance, nous n'avons pas d'accès particulier à la console AWS. Cela semble plutôt directement géré par l'éditeur et totalement transparent pour nous, clients. Est-ce normal? J'allais dire que ça dépend du contrat que vous avez, mais c'est assez probable. C'est-à-dire que lui, il va vous fournir le service en fait à travers AWS. Voilà, pour vous dire que c'est cloud et que c'est plus simple. Mais peut-être qu'il ne vous donne pas le droit d'administrer les machines. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité qui existe, c'est que si vous avez votre propre compte AWS, c'est que vous demandiez à cet éditeur-là d'installer vos machines, enfin son applicatif, dans votre environnement AWS. Donc certes, ça vous demande de qualifier votre environnement, je dirais AWS, mais au moins, voilà, vous avez le contrôle de votre cloud. Donc ça dépend un petit peu, je dirais, ce qui se passe. Mais c'est sûr que votre prestataire qui s'appuie sur AWS, toutes les activités de monitoring de vos instances, voire de votre applicatif, il les fait très probablement à travers la console. C'est l'élément clé pour maîtriser.
Voilà, donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le détail, hein. Ce qui est vraiment très, 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 très important, c'est de comprendre que tout est programmation dans AWS, mais c'est la même chose avec Azure, c'est la même chose avec Google, hein. Et c'est ce qui fait la puissance. Donc là, dans le petit exemple que vous avez dans le carré, je dirais, gauche, hein, bon, c'est pas très très clair, mais vous voyez, vous avez une commande qui s'appelle AWS EC2 Describe Region, donc il me décrit en fait mes différentes régions. Donc c'est un mode commande qui me permet d'administrer comment dire, mon environnement AWS. Donc, ce qui est important avec AWS ou une autre solution de type cloud computing, hein, c'est qu'on passe, je dirais, il y a eu une vague, on est passé de la machine physique à la machine virtuelle. Là, on passe de la machine virtuelle à l'infrastructure programmée. Voilà. Et là, c'est là où il y a vraiment un changement je dirais, de paradigme, puisqu'en fait, vous créez les ressources que vous voulez par programmation. Alors, soit vous pouvez le faire par programmation, soit vous le faites par la console, hein, soit par des systèmes de template. Alors, j'ai une autre petite question. Ah, pardon, c'était OK, merci. Voilà, alors, au départ, j'avais prévu de vous montrer ça un petit peu en vidéo, et puis finalement, c'était pas assez, on trouvait que c'était pas très, très, très dynamique. Donc, ben, je vais vous montrer ça sur notre instance cloud ADN, hein, pendant, je dirais, une petite dizaine de minutes. Et puis, ça devrait nous permettre de passer ensuite aux questions-réponses. Alors, je vais voir si il me reste quelques dans les sondages. Voilà, j'ai une autre question. Je vais lancer mon petit sondage. Si vous voulez avoir la gentillesse d'y répondre. Voilà. OK. Donc, je vais fermer le sondage. Ah, 90%, 95% ont voté. Il me reste une dernière personne, peut-être. Bon, peu importe. Ah, 100% ont voté. Voilà. OK. Donc, je ferme le sondage et je le partage. Voilà. Donc, on voit qu'on a 84% des gens qui n'ont pas entendu parler de config et de CloudTrail, ce qui est pas forcément, je dirais, surprenant, hein. Voilà. Alors, je vais essayer de... Alors, attendez. Il faudrait juste que j'arrive. Alors, hop. Hop, hop, hop. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? En vue publique. Ouais. Ok, a priori, tout le monde voit mon écran. Ok, donc c'est la fameuse console, hein, avec l'ensemble des services, hein, comment dire, qui sont disponibles, hein. Donc, je vais peut-être essayer de... Ouais, je l'avais là. Bon. Donc là, vous avez les systèmes, les services C2. Vous avez, donc ce qui va nous intéresser, je dirais, pour nous, comment dire, notre aspect GXP, en tout cas, c'est l'objet
du webinaire aujourd'hui, donc les outils de management avec CloudWatch, CloudTrail, Config, aussi des choses très intéressantes sur OpsWorks, TrustAdvisor, Managed Services. On a les éléments aussi sur de la base de données, des éléments de stockage, notamment Glacier pour tout ce qui est archivage sur du long terme. Okay. Voilà, vous avez des choses sur le machine learning, vous avez des choses sur le routage. Par exemple, nous chez ADN, là récemment, voilà, on a notre nos sites web, enfin nos DNS qui sont gérés de cette manière-là. Hein, donc, ouais, je suis là, j'ai mes enregistrements DNS qui sont gérés. Enfin bref. Donc on peut faire énormément de choses. Hein. Et là, on va commencer, je dirais, par le début. C'est déjà contrôler l'accès à ce méga data center, entre guillemets, virtuel. Hein. Et pour ça, on a un service qui s'appelle IAM. Voilà. Voilà. Donc IAM, c'est Identity and Access Management. Okay, donc vous voyez par exemple que sur notre instance, tout à l'heure, par rapport aux copies d'écran que vous pouviez avoir, ces aspects-là étaient en orange. Hein. Donc le root account, c'est vraiment le compte racine, c'est vraiment la première clé de l'accès au cloud computing, en tout cas au data center. Donc généralement, on demande à ce que l'accès soit sécurisé de manière un peu plus supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on active ce qu'on appelle le multi-factor authentication, c'est-à-dire que pour me connecter, en fait, non seulement il faut que j'ai mon mot de passe, mais en même temps, il faut que j'ai un token. Donc, ce token, j'ai une application mobile qui me génère. Voilà. Donc, c'est là où je vais déclarer les comptes. Encore une fois, c'est des comptes qui permettent d'accéder au cloud computing, au data center, si on préfère. Hein. Ce ne sont pas les comptes applicatifs. Je vais gérer mes comptes, mes groupes. Hein. Et je vais être capable également de gérer mes politiques de mot de passe. Donc si je regarde, si je fais dans Manage Policy, vous voyez que j'ai des choses assez classiques. Hein. Je vais cocher pour lui dire je veux minimum une lettre majuscule, minuscule, minimum un chiffre, etc., etc., etc. Ok. Voilà. Donc je suis dans mon dashboard, donc ça c'est le truc assez classique. Donc j'ai mes utilisateurs. Voilà, donc là vous allez voir l'utilisateur ADN. Hein. Donc ils sont associés à des groupes. Je vois leur dernière, je dirais, activité. Tiens là, comme par hasard, bah, aujourd'hui c'est moi. Hein. Et donc moi, effectivement, j'ai bien le multifactor activé. Voilà. Ici, on a la notion de clés. Donc en fait, ce sont les clés qui permettent d'accéder par programmation aux ressources AWS. Donc là, il me dit, attention, il faudrait que tu donnes une nouvelle clé à cet utilisateur-là, parce que c'est pas assez sécurisé. Donc on a la notion de policy qui est clé. Hein, puisqu'en fait, un utilisateur, je vais lui donner en fait des policies. Donc ça, pour vous, il est important que toute cette partie d'utilisation en fait de la sécurité, elle soit administrée correctement. Enfin, j'ai une petite question. Non, j'ai pas d'autres petites questions. Ok. Voilà. Il est très important que vous assuriez que les gens soient formés à ça et que ça soit procéduré. Hein. Parce qu'en fait, c'est ces politiques qui donnent accès à l'ensemble des services, Amazon. Donc pour beaucoup de gens sur AWS, c'est des machines virtuelles et des éléments de stockage. Mais en fait, vous voyez ici, il y a 394 services en fait. Hein. Et ça va à des choses relativement simples comme EC2, avec des choses pour accéder aux bases de données. Enfin, bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un concept qui est important en termes de qualification pour vérifier, c'est la notion de rôle. Puisque qu'est-ce qu'elle va permettre, cette notion de rôle? Cette notion de rôle, elle va permettre en fait d'éviter de mettre des mots de passe en dur partout. Et elle va permettre en fait de dire, si je donne un rôle à une ressource, par exemple à une machine, elle va être capable de faire ça ou ça. Hein. Donc le système de fichiers
Par exemple, voilà. On a un système de fichiers qui s'appelle S3. Si je veux qu'une machine virtuelle puisse accéder à, je dirais, à cet environnement-là, je vais lui donner un rôle. Ça m'évitera de mettre des mots de passe en dur partout. Donc ça, c'est IAM pour faire d'une manière très simple. Puisqu'on parle de conformité, de FDA, de part 11, bon, on est clairement dans un système ouvert, donc il va falloir gérer des clés de cryptage. Voilà. Donc là, vous avez un système pour gérer les clés de cryptage avec différentes possibilités. Bon, là, malheureusement, vu le temps imparti, je ne peux pas développer. Hein. On va se concentrer sur... là, il ne me reste plus énormément de temps. Voilà, donc il faut que je fasse un peu plus vite. Donc ici, vous avez quelque chose qui s'appelle CloudTrail, qui va vous permettre de tracer tous les événements. Voilà. Donc ici, bon voilà, j'ai démarré des instances. Je sais que ça a été démarré sur la région EuroWest 3. Donc EuroWest 3, en fait, c'est Paris. Vous voyez ici, là, ma région, hein, c'est Paris, ouais, c'est la nouvelle région. Voilà. Mais je peux administrer, en fait, c'est comme si j'avais en fait plusieurs data centers, parce qu'en fait, une région, c'est 3 data centers minimum. Donc en fait, là, j'ai 3 data centers minimum en Irlande, à Francfort, au Canada, etc. C'est pour ça que les gens vont tous vers AWS ou Azure, etc. C'est qu'en fait, via leur interface, ils accèdent à une multitude de data centers. Voilà. Donc là, je sais ce qui s'est, comment dire, ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Je peux aller dans le Event History. Et en Data Integrity, je veux filtrer. Donc je peux sélectionner le type d'événement qui m'intéresse. Donc par exemple Event Name. Ici normalement j'ai une liste déroulante. Voilà, je pourrais lui dire voilà les consoles login. Je vais chercher les consoles login. Bon je vois que ce collaborateur-là, il s'est connecté à 5h31. Voilà. Ok. Donc ça, on a vraiment un système. Voilà, ça existe aussi dans d'autres systèmes, hein, mais le gros avantage, c'est que tout ça c'est centralisé et ça s'applique, comment dire, à l'ensemble des zones de disponibilité qui sont dans l'ensemble de vos régions. Donc vous avez quelque chose qui est centralisé. Donc ça, c'est, je dirais, CloudTrail. Et évidemment, aujourd'hui, CloudTrail, c'est un peu comme ça, c'est l'audit, c'est la réponse en termes d'audit trail, et donc c'est ce qui va permettre de répondre notamment en termes d'exigences par téléphone ou data integrity. Voilà. Alors ensuite, je vais aller sur un autre service, que là, malheureusement, je me rends compte qu'il faut que j'accélère un petit peu, et qui est probablement, alors, pourquoi je ne le vois pas là, c'est bien dommage. Alors, pourquoi je ne me vois pas là? Alors, je vais recommencer. Ah oui, parce que sur cette région-là, on les a pas mis. Ça doit être ça. Voilà. Hein, donc vous avez vu, en fait, les règles n'étaient pas positionnées sur la région Paris, donc j'ai été sur la région Londres. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant d'un point de vue conformité, c'est qu'on définit, comment dire, des règles. Et le système va analyser en temps réel, et il peut le faire puisqu'en fait tout est logiciel, va analyser en fait si les règles, elles sont respectées ou non. Donc ici, en fait, j'ai tout un ensemble de règles, et il me dit en fait que j'ai 4 règles qui ne sont pas respectées. Voilà. Donc si je vais sur celle-là, okay, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'en fait que sur un, alors, en fait, le C2 volume, c'est un disque dur en fait. Hein. Il me dit que c'est pas compliant. Et pourquoi c'est pas compliant? C'est pas compliant parce que tout simplement, j'ai pas activé le cryptage. Voilà. Okay. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez définir vos règles comme vous le souhaitez. Hein, donc là je peux aller cliquer sur la ressource, voir s'il y a du cryptage. Enfin bon, je peux faire pas mal de choses. Je vais essayer de rester sur la notion de config. Okay, pour essayer de vous faire comprendre que
À partir du moment où vous définissez des règles de configuration, le système, lui, dès que vous allez changer en fait une ressource, il va vous dire si ça respecte les règles ou non. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui gère la partie GXP, s'il est formé à la console, il peut monitorer sa conformité d'une manière automatique. Alors, est-ce que j'ai peut-être une autre question là? Je sais pas. Non, c'est pas, c'est toujours avec. Alors, attendez. Attendez, hop. Je sais pas, j'ai peut-être des questions là, mais je sais pas si je les vois toutes, hein. Alors, j'ai un petit problème là pour voir les questions. Bon. Bon. Ça c'est vraiment un élément, très important de comprendre cette notion de config, hein. Alors, le temps presse et je vais devoir accélérer un petit peu. Donc, je vais devoir passer sur ma présentation PowerPoint. Voilà. J'espère que tout le monde la voit. Voilà. OK. Donc, les livrables de qualification. Donc, bien sûr, il nous faut un plan de qualification. Il nous faut une définition des besoins au niveau de l'architecture AWS. Il nous faut une analyse de risque. Il nous faut, comment dire, des protocoles et des tests. Bon, là, on est un petit peu à court de temps. Mais ces tests, à partir du moment où l'infrastructure elle se programme, on peut les automatiser très rapidement. Alors, c'est du code derrière. Donc ça veut dire que la notion de design review, voire la notion de code review, elle a vraiment aujourd'hui une valeur ajoutée importante, hein. J'ai une notion de serverless que j'ai peut-être pas forcément le temps là de développer, mais serverless, en fait, l'avenir, c'est qu'en fait, vous aurez même plus de machines virtuelles. D'accord, ça sera ce qu'on appelle des microservices, hein, c'est ce qu'on va voir ici. Voilà. Avec un business en fait où on aura ce qu'on appelle des API gateway, et donc vous n'avez même plus de machines virtuelles hébergées sur AWS, mais ça sera uniquement des services. Pourquoi les gens vont aller là-dessus? Parce qu'en fait, il y a non seulement des performances très supérieures, mais aussi des réductions du coût très importantes, puisqu'en fait, vous n'avez plus de licence serveur à acquérir. Et surtout, vous pouvez déployer ça à une échelle mondiale très rapidement, quoi. Voilà. Alors, il me reste combien de temps? Est-ce que j'ai le temps de vous montrer non, j'ai pas forcément tout le temps là. Donc, je vais aborder, je dirais, la conclusion. Donc, la conformité sur EC2. Donc, EC2, c'est les machines virtuelles, hein. S3, c'est les systèmes de fichiers. Ne change pas la méthodologie de qualification d'infrastructure informatique. Elle nécessite en revanche l'acquisition de nouvelles compétences techniques, dont le codage, qui doivent être encadrées par des instructions ou des procédures. Les notions de formation AWS s'inscrivent dans la logique de personnel qualifié, hein, quel que soit le domaine qu'on est, hein. La notion de SLA, elle est vraiment, je dirais, importante, hein. Et la localisation des données, parce que souvent ce qu'on reprochait, c'était de dire ah mais les données sont aux États-Unis, c'est pas possible. Bon là, avec AWS, mais avec Azure et avec les autres c'est pareil maintenant, il y a des data centers en France, hein. Donc c'est plus franchement, je dirais, un problème. Là, on a abordé la conformité, je dirais, des services classiques que vous pourriez trouver chez un hébergeur, chez un infogérant, entre guillemets, du marché est déjà bien établi, hein. Ce qui va changer en termes de conformité, c'est plus le recours à des services peut-être plus innovants. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense aux objets connectés. Voilà. Donc là, il y aura probablement, je dirais, l'approche documentaire. Il va falloir qu'elle évolue vers une approche où on aura soit des systèmes de gestion de règles en temps réel, comme on a pu le voir à l'instant, hein, soit des tests automatisés
sur la base de l'ensemble des API qui sont disponibles. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma présentation parce que il est déjà 23. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et ben j'y répondrai volontiers. Alors, est-ce des questions? Alors, pour l'instant, je n'en ai pas. Très bien. Ah, si j'ai peut-être une... Alors, est-ce que la notion de contrôle de région, France en l'occurrence, est valable pour tous? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Ou alors, à ce moment-là, je vais essayer de vous donner la main si jamais je vous retrouve. Attendez, je vais vous ouvrir le micro. On vous Oui. écoute. Bonjour, Oui, bonjour. bonjour, je suis Nadia Lietard et je suis chez Air Liquide. Donc en fait ma question pose probablement sur un autre type d'outil. Donc moi je pense plus à Google parce que c'est quelque chose que nous utilisons. Et vous Oui. disiez que la localisation de données n'était plus un problème car c'est contrôlé par les régions. Donc là est-ce que vous parlez des AWS ou c'est quelque chose qui est finalement pour tous les autres fournisseurs En de tout ce cas, type d'outil? ce qui est sûr, c'est que c'est une grande guerre actuellement de celui qui ouvrira les data centers en France, quoi, le premier, voilà. Donc, D'accord. parce que ça pose des problèmes pour beaucoup de clients. Donc, AWS, je sais pas s'ils ont été les premiers, mais enfin bon, voilà, c'est réglé. Mhm. Azure, c'est réglé. D'accord. Google, malheureusement, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. D'accord, donc Mais, c'est quelque chose qui est mais en cours de... je ne sais pas, mais je ne serais pas surpris qu'ils fassent quelque chose parce qu'ils vont devoir répondre, quoi. Hein, D'accord, ok, voilà. ok, super. Merci. Merci à vous. Ok. Alors, si il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais normalement, alors je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je pense qu'avec le webinar, on va vous distribuer de manière automatique quelques éléments de certification, des exemples de SLA, et puis une petite vidéo qui va reprendre les éléments, je dirais, standards qu'on a vus, les grandes briques là, CloudTrail, Config, IAM. Euh, voilà, de manière à ce que vous puissiez avoir une vision pratico-pratique de ce qu'il est possible de faire euh, avec AWS, hein, pour contrôler les événements, enfin les éléments de cloud computing. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Il y a peut-être un petit sondage qui vous sera communiqué ou demandé avec quelques petites questions, peut-être un petit peu certaines d'intérêt général et d'autres commerciales qui vont suivre la fin du webinaire. Et le webinaire, sinon, on le mettra tout ou partie en ligne assez rapidement. Voilà. À moins qu'il y ait une dernière question, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci, au revoir.